Merci Fabrice, merci beaucoup pour ce très gentil mot d'accueil, pour votre accueil. Et puis en effet, je suis ravie d'être parmi vous. C'est un temps un petit peu particulier pour moi. Je vais faire un pas de côté avec vous et j'espère que je vais pouvoir aussi justement vous emmener dans cette histoire. Alors c'est vrai que le titre, j'ai plusieurs d'entre vous qui m'ont dit je comprends pas le titre, donc le titre est peut-être un petit peu complexe. La question, c'est surtout le cerveau en action finalement du chirurgien. Que se passe-t-il quand vous opérez? Quoi? Mais non, justement. Alors la conclusion, j'espère qu'à la fin, vous allez comprendre à quel point vous êtes de grands intellectuels. Alors, l'histoire, justement, si on reprend le début de l'histoire, quand tout s'est bien passé, vous êtes content, le patient est content, les équipes au bloc sont contentes, et ça, c'est finalement, ça peut vous sembler votre quotidien, ça peut vous sembler une forme d'évidence. C'est tout sauf une évidence que d'avoir en fait un acte chirurgical qui se déroule bien. Alors, le début de l'histoire. Le début de l'histoire, vous êtes le chirurgien. Alors, pour mes collègues femmes, le chirurgien, la chirurgienne, hein, je ne veux pas faire d'impair, mais c'était plus simple quand même sur une seule dia. Donc, vous êtes le chirurgien et le chirurgien, il est dans un environnement. L'environnement, ça va être justement ce qu'on appelle globalement le réel. Et cet environnement, en fait, vous allez en permanence, même tel que vous êtes là actuellement, le capter, le traiter et agir envers cet environnement. Ça, c'est à l'état de repos. D'ailleurs, c'est avant l'intervention. C'est ce qu'on appelle les boucles sensorie, gnosie, praxique. Donc là, vous êtes assis. Sur le plan sensoriel, vous entendez ma voix, vous voyez l'écran. Vous avez aussi la perception de la position de vos différents segments de membres de votre corps. Sur le plan gnosique, vous réfléchissez à ce que je vous dis, vous traitez du langage. Puis sur le plan praxique, vous faites peu de choses. Vous allez pouvoir changer la position d'une jambe sur une autre. Éventuellement, si vous tapez sur votre téléphone en même temps que vous m'écoutez, vous avez quand même un aspect praxique, mais vous êtes plus dans une condition dite de repos. Mais il faut savoir que vous êtes en permanence, nous sommes en permanence dans ce fonctionnement sensorie, gnosie, praxique. Et puis dans ce fonctionnement, il faut rajouter, vous voyez la petite flèche blanche, vous êtes aussi en permanence, notre cerveau est en permanence abreuvé de signaux internes. Donc là, vous avez votre état d'hydratation, vous avez l'état de dilatation de votre intestin, par exemple. Tout ça, en fait, ces informations arrivent en continu à votre cerveau et sont filtrées quand tout va bien. Et puis, si vous êtes malade, vous savez bien à quel point, quand on a une gastro-entérite, à quel point ces informations, par exemple, ne sont plus filtrées, si on a vraiment un mal au ventre. Mais ce sont aussi les mêmes réseaux internes qui vous donnent votre état émotionnel. Là, si je vous demande si vous êtes triste, si vous êtes gai, si vous êtes anxieux, vous êtes capable de le qualifier, vous êtes capable d'interroger cet état émotionnel interne. Et donc ça, c'est en permanence, là aussi, nous recevons ces informations, notre cerveau reçoit ces informations et traite ces informations. Alors du coup, quand on va regarder aussi toute l'origine de cette information, c'est un peu ce que je viens de dire, l'extéroception, la proprioception et l'interoception. L'extéroception aussi, ça, ce qui est important, c'est que très souvent, on est focalisé sur le visuel et l'auditif. L'odorat est aussi finalement un signal extéroceptif qui peut avoir une influence aussi sur le traitement de l'information. Et puis la question du toucher, on en parlait tout à l'heure avec une collègue justement au café, le toucher aussi est un sens extrêmement fort dans notre quotidien. Alors du coup, je reprends le début de l'histoire. Vous êtes dans cet environnement, alors un environnement de bloc opératoire. Un environnement de bloc opératoire, vous allez avoir déjà certaines lumières. Alors, il y a toujours la différence de savoir, je ne sais pas, parmi vous, ceux qui opèrent dans un bloc avec des fenêtres versus ceux qui opèrent dans un bloc avec uniquement de la lumière artificielle. Déjà, votre cerveau ne traite pas la même information si vous êtes exposé à une lumière naturelle, si vous êtes exposé à une lumière artificielle. Vous allez traiter la forme des objets, vous allez traiter les contours, vous allez avoir du sens pour tous ces objets. Donc, tout ça, quand vous rentrez dans un bloc opératoire, vous le traitez. Alors vous le traitez avec un circuit, vous voyez, qui est assez simple. C'est le circuit là, classiquement des voies visuelles. Notre cortex visuel, il est postérieur, il est au niveau occipital. Et puis ensuite, on a une voie dorsale et une voie ventrale pour traiter, en fait, en gros,
qu'est-ce qu'on voit et où est-ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'en permanence dans la vision, vous allez identifier l'objet et vous allez le localiser. Ça, c'est vraiment le traitement systématique. Donc ça, c'est un circuit de vision assez simple. Et puis, on a dans votre bloc opératoire, vous n'êtes pas tout seul, vous allez avoir des gens. Et là, quand on regarde des gens, quand on est face à des gens, à des humains, bien là, l'histoire, elle est différente parce que du coup, vous traitez du signal social. Quand on dit le social, c'est tout ce qui est issu du vivant et en particulier de l'humain. Et à partir du moment où vous êtes face à un humain, dans ces cas-là, vous avez une activation de réseaux neuronaux extrêmement plus complexe, ce qu'on appelle le cerveau social, qui fait que ce sont d'autres réseaux complexes qui vont partir de la vision, bien sûr. Si vous voyez une main, si vous voyez un visage, vous voyez qu'en termes de couleur, vous avez beaucoup moins finalement d'informations qu'à côté, mais votre cerveau s'active beaucoup plus à partir du moment où vous devez traiter ce signal humain. Alors, la question que je me suis posée, alors j'ai regardé, il n'y a pas d'études là-dessus, quand vous regardez une radio, je ne sais pas, finalement, quand un chirurgien regarde une radio de la main, est-ce que votre cerveau traite ça comme une vision d'un objet ou est-ce que vous traitez ça comme une image sociale humaine? Probablement, je pense qu'avec l'expertise, justement, vous devez développer quelque chose qui est plutôt du domaine du cerveau social. Mais c'est une vraie question parce que l'être humain, il est très, très fort à détecter le signal humain. Vous savez, c'est ces fameuses BD, là, Où est Charlie? Si vous mettez plein d'informations, vous mettez un visage et là, vous allez activer justement ce réseau. Alors, donc vous êtes au bloc, vous avez cet environnement et donc, vous avez, comme je vous ai dit, en permanence votre capture d'informations externes, en permanence votre capture d'informations internes. Donc déjà, la question de base, c'est dans quel état émotionnel vous rentrez dans le bloc. Est-ce que la veille, vous avez passé une bonne soirée? Est-ce que vous avez eu un stress? Est-ce que vous avez eu une inquiétude? Est-ce que vous avez un état émotionnel? Et cet état émotionnel, il va en permanence aussi interférer avec votre capture et votre traitement de l'information. Vous ne pouvez pas le mettre de côté. Il est là, c'est-à-dire qu'en tout cas, l'information arrive en permanence, mais vous allez pouvoir le traiter, le filtrer, essayer de diminuer, par exemple, si vous êtes extrêmement anxieux avant une intervention, comment vous allez gérer en fait cette anxiété, comment elle va ou pas modifier la façon dont vous allez ensuite mobiliser vos ressources pour opérer. Mais en tout cas, c'est un fait. Un chirurgien qui rentre dans un bloc, il a un état émotionnel global. Et puis dans ce bloc, vous allez avoir l'équipe. Donc vous n'êtes pas tout seul dans un bloc. Enfin, je pense pas que vous puissiez. Enfin, à chaque fois, il y a forcément des gens. Alors dans l'équipe, vous avez les infirmiers, les infirmières, vos ibodes, vous avez l'anesthésiste. Et là aussi, vous avez vu tout à l'heure, vous allez traiter forcément le visage de alors vous avez les masques. Alors ça aussi, il y a toute une neurophysiologie de la perception du visage avec les masques. C'est les études qui ont été faites pendant le Covid qui rendent la perception du visage évidemment plus complexe parce que du coup, on se focalise uniquement sur la zone des yeux et on peut pas faire l'aller-retour entre les yeux et la bouche. Et normalement, quand on regarde quelqu'un, on fait un aller-retour entre les yeux et la bouche pour notamment aussi traiter le langage oral. Et quand on regarde quelqu'un dans les yeux, on ne peut pas faire plus de 3 secondes, parce que si vous pourrez faire l'expérience si vous voulez, ou si vous faites 3 secondes de contact oculaire œil-œil entre deux êtres humains, vous activez l'amygdale, c'est-à-dire la trigger zone des émotions, et vous déclenchez soit de l'agressivité, soit de la peur. C'est des restes de notre cerveau de prédateur, en fait, où on a l'implantation frontale des globes oculaires, et donc on ne peut pas se regarder dans les yeux trop longtemps. Et c'est pour ça qu'aussi on alterne entre les yeux et la bouche. Alors vous, quand vous êtes au bloc, vous ne communiquez que par les yeux, justement avec les masques aussi, avec vos infirmières, avec les équipes. Et vous voyez à quel point déjà vous avez donc toute une activation très particulière parce que vous êtes en équipe, vous êtes en groupe. Toutes ces personnes ont aussi leur état émotionnel propre, ont aussi la veille, la journée, tout ça. Donc tout ça crée en fait des combinaisons particulières dans votre environnement. Et puis vous avez le patient qui là aussi, le patient quand il arrive au bloc, le patient, c'est votre patient, donc là vous êtes dans le cerveau social. C'est un être humain, d'accord, vous opérez monsieur un tel, madame un tel. Et ensuite la question c'est probablement que quand vous êtes dans le temps chirurgical où du coup vous avez le champ opératoire qui vous réduit en fait une partie de ce corps humain, vous ne voyez plus le visage, vous ne voyez plus puisqu'il est derrière le champ.
Et très probablement, alors bien sûr, il y a les aspects chirurgicaux, d'hygiène et tout ça, mais ça vous permet aussi très certainement de retraiter l'information, non plus comme si c'était en permanence du socio-émotionnel, mais là, vous allez être probablement plus déjà dans un traitement qui va être plus proche de l'objet physique, en réduisant ça, en ne voyant plus justement le visage de la personne. Alors, du coup, maintenant, ça c'est avant, hein, tout ça. Vous êtes arrivé dans le bloc, vous avez vos équipes, vous avez l'anesthésiste avec qui vous vous entendez bien ou pas. Donc voilà, est-ce que c'est tendu, pas tendu? Est-ce que le malade il était prêt à temps ou pas? Tout ça, vous êtes dans cet état de repos, on va dire, avant l'intervention. Et puis après, donc, vous allez débuter l'intervention. Et là, je vous ai mis un cerveau parce que vous allez mobiliser cérébralement, justement. La chirurgie est un acte profondément intellectuel. Je vais vous montrer comment. Et vous allez mobiliser vos ressources. Alors, vous allez mobiliser les ressources de cet encéphale. Alors, c'est un petit rappel quand même très, très vite, hein, mais un cerveau humain, hein, c'est 100 milliards de neurones, 10 puissance 15 synapses en fait dans l'ensemble, et c'est 1 milliard d'opérations à la seconde. C'est 1 milliard de connexions synaptiques qui fonctionnent à la seconde. Et dans ces synapses, vous avez en gros tous les neurotransmetteurs. Dans les neurotransmetteurs, vous avez plus de 100 molécules différentes. Dans une synapse, vous avez des milliers de vésicules. Bref, tout ça pour vous dire que, en effet, actuellement, même quand on parle d'intelligence artificielle et tout ça, il faut bien se dire que la complexité d'un cerveau humain, elle est extrême dans le monde du vivant, elle est extrême. D'ailleurs, elle n'est toujours pas modélisée quand même dans son ensemble. Donc ça, c'est toute cette ressource cérébrale que vous allez pouvoir mobiliser. Et puis, vous allez faire, alors ça, c'est la fin, le début de l'histoire et la fin, c'est ce qu'on appelle la planification de l'action. Un geste chirurgical, c'est un geste planifié. Et donc un geste planifié et qui a un but, ça devient une action. Et une action, ça s'appelle aussi une praxis. Une action, c'est donc tout, ça veut dire que tout ça va être cognitif. Alors ça, par exemple, ça c'est un mouvement de flexion-extension, d'accord. Ça, c'est une praxis. Ça, c'est une praxis, c'est-à-dire j'ai un but de l'action, je veux prendre mes lunettes, je veux les mettre là et je veux les remettre sur mon nez. D'accord ? Donc ça, c'est un acte déjà cognitif qui va mobiliser toutes les ressources que je vais vous montrer. Ça, c'est une praxis sociale. C'est une praxis qui a du sens. Alors, Jean m'a dit que je pouvais le faire. Ça, c'est une praxis sociale. D'accord ? Et donc, c'est plus, vous voyez, musculairement, c'est pas beaucoup plus compliqué de faire ça que de faire ça. D'accord ? Sauf que ça, c'est du langage, et ça, c'est un mouvement. Et donc, ça ne va pas du tout mobiliser. Exactement, il y a celui-là aussi, Fabrice. Oui. Je le fais aussi des fois, celui-là. Voilà. Donc ça va modifier les choses. Et donc, quand vous allez opérer, vous voyez qu'il y a un ensemble d'étapes, des étapes cognitives, des étapes de programmation, qui vont aller jusqu'à l'exécution, qui vont se mettre en place pour que, in fine, vous puissiez mettre la prothèse au bon endroit, la plaque correctement, la vis comme il faut. C'est toute cette boucle qui fait, et c'est là que je vais vous détailler un peu ça. Et donc, si on regarde les zones cérébrales que ça mobilise, vous voyez, c'est tout ce qui est en couleur. En vert, le préfrontal. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le cortex prémoteur, le cortex moteur, le somatosensoriel, le pariétal. Et je ne vous ai même pas mis la vision, parce que la vision, bien sûr, aussi est mobilisée. Alors, du coup, si on commence, donc avant, vous voyez que c'est juste en bas à droite hein, que vous avez exécution. Donc l'orthopédiste, il ne fait pas que l'exécution. Pour pouvoir faire à la fin l'exécution, il faut qu'il y ait tout ce qu'il y a eu, toutes les étapes qu'il y a eu avant. Alors on démarre. Au départ, donc vous voyez finalement, vous êtes dans un processus très cognitif. Vous allez mobiliser vos ressources attentionnelles, avec des indices externes, c'est ce que je vous ai dit. Là, du coup, vous avez tout ce qui est la mobilisation de la perception de l'environnement. Vous avez en mémoire un planning, un plan chirurgical. D'accord ? Vous n'arrivez pas au bloc, normalement, sans savoir ce que vous allez faire. Vous avez cette mémoire-là. Vous avez une motivation. Il n'y a pas d'action sans motivation. Il faut être motivé pour aller opérer. Et donc, tout ça va se transformer en intention. D'accord ? Et donc, là,
ces phénomènes-là, vous voyez, même avant donc d'inciser, c'est là où je vous disais, vous êtes très dépendant de votre état émotionnel interne, très dépendant aussi justement de ses capacités attentionnelles. Alors hier soir, je voyais, il y avait un magicien qui se promenait. Alors je vous ai pas mis la vidéo, on en a parlé, mais en fonction de votre attention, vous pouvez être complètement aveugle à certaines choses. Et le magicien, c'est ça en fait. Le magicien, il va détourner votre attention sur quelque chose, ce qui fait que votre perception visuelle ne fonctionne plus. Votre cerveau de la vision, il a bien sûr reçu l'information, mais votre cerveau conscient de la vision, il l'a plus. D'accord ? Donc, en fonction de votre attention, qui elle-même est très liée aussi à votre émotion et à tout ce que vous captez de l'environnement, vous n'allez pas voir la même chose. Mais c'est vraiment même visuel, c'est-à-dire vous n'allez pas voir, c'est au sens perception. Alors, tout ça, c'est ce qu'on appelle le traitement cognitif des informations. Donc, le traitement cognitif des informations, ce sont un ensemble donc, de processus par lequel un organisme traite l'information. Vous avez la capacité donc, de faire attention à ces stimuli externes ou les motivations internes. Vous allez évaluer justement leur importance et ensuite décider. Tout ça, c'est ce qui va se faire avant d'inciser. Alors, il y a dans ce traitement cognitif, il y a une partie, il y a un rôle particulier qui est celui des fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est celles qui sont au niveau de la partie verte, là, au niveau du lobe préfrontal. C'est celles qui se sont développées le plus tardivement dans l'espèce. Et en fait, fonction exécutive, c'est planification, inhibition, flexibilité, anticipation. Ça, c'est le cerveau préfrontal de l'être humain, justement, qui a vraiment développé toutes ces capacités. Les fonctions exécutives, elles nous servent dans le quotidien, c'est ce qui nous permet aussi, justement, de réfléchir aussi, et elles vont à chaque fois nous permettre d'avoir, justement, des actions et des pensées qui vont être finalisées vers le but. Tout ça doit être pensé avant d'être exécuté, c'est cognitif et comportemental. Et c'est globalement plutôt dans les situations non routinières. Vous allez mobiliser votre réseau préfrontal quand vous êtes justement dans les situations dites non routinières. Alors quand on regarde, vous voyez, planification, inhibition, flexibilité, anticipation. Si on essaye de regarder un petit peu le parallèle avec votre exercice chirurgical, planification, donc vous avez en fait séquencé les temps de l'intervention, le fameux planning. Vous devez avoir planifié les choses. C'est pas, là encore, vous ne pouvez pas arriver sans connaître la séquence des temps. Donc ça, c'est extrêmement important. L'inhibition, donc l'inhibition, c'est le fait qu'on ne fait pas ça. On peut avoir envie de ça, mais non, finalement, on ne le fait pas. Alors typiquement, c'est pour ça, vous savez, quand il y a le syndrome préfrontal, le syndrome frontal que vous connaissez, les patients neuro qui font pipi partout, et tout ça, qui ont une levée de l'inhibition parce que le lobe préfrontal ne fonctionne plus. Alors vous, dans le cas de l'inhibition, j'essaie de réfléchir, c'est la question de la levée de l'inhibition pour inciser. Quand vous incisez, quand vous mettez un coup de bistouri sur quelqu'un, c'est en effet coups et blessures, d'une certaine façon, d'accord, mais autorisé parce que derrière, il y a le geste chirurgical, parce que vous êtes chirurgien, parce que vous avez cette identité, mais à un moment donné, il faut bien la lever, cette inhibition. La question, c'est la première fois que vous avez incisé, si vous vous souvenez de la première fois où vous avez vraiment coupé quelqu'un, parce que couper quelqu'un, c'est pas rien. Et ensuite, bien sûr, quand ça devient votre quotidien, et puis surtout que ça a un sens, et que vous savez que vous faites ça pour le bien de la personne, votre cerveau préfrontal ne vous dit plus « Ah non, 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 on ne fait pas ça ». Au contraire, il vous autorise, il vous lève cette inhibition et il vous autorise à faire ce geste. Après, flexibilité. Ça, c'est vraiment un facteur, ce qu'on appelle facteur G, c'est-à-dire un facteur intellectuel majeur, c'est la flexibilité. C'est le fait que, ça ne se passe pas comme il faut, je change de plan. Et ça, le chirurgien, alors plus il est novice, si vous voulez, plus c'est difficile, et plus il est expert, plus il va savoir que, attention, là, il ne se passe pas ce qui est prévu, ça, c'est pas dans le bon sens, ou la vie s'est fait ça, et là, il faut changer. Et ça, c'est un acte intellectuel très important parce que vous avez anticipé, vous avez un plan, notre cerveau, il a, y compris mobilisé, c'est justement ce qu'il a en mémoire, et tout d'un coup, c'est « Ah non, pas comme ça ». Et là, c'est toute la question de la prise en compte ou pas de l'indice qui vous dit « c'est pas comme ça ».
Donc soit on se dit, ah bah non, moi je déroule ma séquence planning parce que normalement j'ai appris comme ça l'intervention, donc je fais le temps 1, je fais le temps 2, je fais le temps 3. Et si l'information, le réel, ce que vous voyez là, vous donne justement une info qui dit ça ne fonctionne pas comme c'était prévu, là encore faut-il que vous puissiez le voir, cette information. Donc est-ce que vous êtes suffisamment concentré et attentif pour voir cette information? Si vous êtes très soucieux parce que la veille, je vous dis, il vous est arrivé un drame, vous allez être moins en capacité de voir cet indice qui doit vous dire attention, flexibilité, changement de plan, je change de stratégie. Donc ça, c'est vraiment les capacités préfrontales qui sont très importantes. Et puis l'anticipation aussi qui va avec ça, c'est le résultat attendu des actions. En permanence, quand on fait une action, le cerveau code en même temps quel est normalement le résultat attendu. Ce qu'on appelle la copie efférente. Vous faites un geste et le cerveau, il a codé, si j'ai fait ce geste-là et si c'est bien arrivé, il se passera tel résultat. Et il renvoie cette copie, il dit résultat fait ou pas fait, oui, non. Et donc on traite ça en permanence. Ça va aussi, par exemple, vous voyez, vous fermez votre porte, vous fermez à clé. Quand vous avez fait le geste et que tout va bien, vous repartez. Typiquement, vous voyez, dans les TOC, les gens qui vont revérifier 10 fois si la porte elle est fermée ou pas, dans les travaux qui ont montré là, c'est qu'en fait, le codage du but action, enfin but atteint, le cerveau code pas. Donc c'est comme si c'était but non atteint, but non atteint, but non atteint. Donc je retourne fermer la porte, je retourne fermer la porte, je retourne fermer la porte. Donc quand tout va bien, vous avez donc justement anticipé ça, vous avez un résultat. Donc comme je disais, deux choses l'une, soit ce résultat il est attendu avec celui que vous aviez prévu et ça marche, soit il n'est pas attendu et vous êtes dans la flexibilité et vous devez changer de plan d'action. Et ça, donc, on est au niveau préfrontal. Alors, ça, c'est une étude, parce que je disais, j'étais assez étonnée, il y a quand même 38 études, 38 papiers qui ont été faits pour voir ce qui se passe dans la tête d'un chirurgien quand un chirurgien opère. Il y en a quand même 38, c'est pas si mal que ça quand même, hein, d'études d'imagerie, tout ça. Alors, majoritairement, c'est, parce que forcément, avec l'IRMF, si vous voulez, c'est compliqué, les techniques et tout ça, il y a un peu plus en viscéral, en ortho, il y a eu des EEG pendant justement des célios, des choses comme ça. Et en gros, c'est beaucoup quand même, les études, c'est beaucoup quand vous faites des nœuds. Donc je pense que ça pose question parce que faire des nœuds, s'il y a bien un geste que vous avez certainement automatisé, c'est celui-ci. Donc c'est moins. Mais bon, en tout cas, cette revue, ce qui est intéressant justement par rapport à ce fameux réseau préfrontal, ce cerveau préfrontal, vous voyez, vous avez le novice. Le novice, ici, donc en haut à gauche. Donc le novice, lui, le préfrontal, il l'active aussi beaucoup. Il l'active beaucoup au départ parce que justement, il a des difficultés. Enfin, en tout cas, il faut qu'il élabore tous ses plans. Et l'expert, alors, il est très caricatural ce schéma parce que c'est beaucoup plus, enfin, c'est pas aussi simplifié que ça. Mais vous voyez comment l'expert, lui, il a une réduction en fait de la mobilisation, c'est-à-dire plus vous savez faire quelque chose quand même, c'est ça que ça veut dire. Moins vous allez avoir besoin de réfléchir à tous les premiers mouvements, de comment vous mettez la vis et tout. Si vous vous rappelez, quand vous avez appris la chirurgie, au départ, vous avez été beaucoup plus vigilant ou attentif à certaines choses. Et ça peut être d'ailleurs le problème, c'est que quand on est justement trop habitué à quelque chose, on va être moins attentif. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, en état de stress, vous voyez ce qui a été montré, et là, je reviens sur anticipation, flexibilité. En état de stress, le novice, il est bleu clair, hein, vous voyez, donc il mobilise ce qu'il peut mobiliser, alors que l'expert, alors là, ça se rallume très très fort. L'expert, là, ça se rallume très fort, justement, le bleu, là, parce que lui, il recherche partout, dans tous ses schémas de planification, il va chercher l'autre scénario qui va lui permettre de s'adapter. Alors, si on est vraiment très 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 automatisé, du coup, alors là, on redescend même d'un étage, on va dans le sous-cortical. Le sous-cortical, c'est les ganglions de la base, c'est ce qui est atteint, vous savez, dans le Parkinson. Et donc, on a ce qu'on appelle une mémoire procédurale très automatique, typiquement comme quand on fait du vélo. Si vous faites du vélo, vous ne réfléchissez pas à chaque fois de comment vous appuyez sur la pédale et tout ça. Ça se fait tout seul. Donc, toute la question aussi, je vous dis, dans ce geste, si vous êtes hyper spécialisé en orthopédie, si vous faites toujours la même intervention, si vous faites ça, plus on fait quelque chose, plus en effet on l'automatise. Alors, normalement, on l'automatise avec justement des réseaux quand même corticaux, mais qui sont ceux de la
conscience, mais on peut avoir aussi, je vous dis, de la motricité qui, à un moment donné, n'est plus consciente. Peut-être justement quand vous faites les nœuds, je ne sais pas quand vous faites les nœuds jusqu'où, c'est ces petits circuits-là qui se mettent en place, un peu plus comme quand vous faites du vélo. Alors, du coup, tout ça, c'est avant d'avoir finalement incisé. Je saute à la fin et je vais à l'exécution. L'exécution, donc là, vous avez le cortex moteur primaire, ici donc M1, c'est la bande jaune, d'accord ? Le cortex moteur primaire, c'est lui qui va lancer justement l'exécution. Alors, un cortex, comment est-ce que c'est fait? Quand même, il faut que je fasse un petit rappel. Le cortex, c'est quelques millimètres d'épaisseur. C'est la zone grise du cerveau. Ça s'appelle cortex parce que c'est l'écorce cérébrale. D'accord, c'est l'étymologie. Et donc, dans ces 5-6 mm d'épaisseur, on a nos fameux 100 milliards de neurones qui sont organisés en réseau de neurones. Et au niveau du cortex moteur, notre cortex moteur, il code pas pour aller activer le fléchisseur et tout ça, il code des mouvements. C'est-à-dire que notre cerveau, quand on est à l'étage cortical, il a en fait une petite par colonne, des programmations, des neurones sont rassemblés ensemble pour dire ça va être flexion du pouce, ça va être abduction de ceci, c'est-à-dire que c'est pas tel, je cible pas tel fléchisseur, je cible flexion du pouce. Quand ça part du cortex, c'est le mouvement qui va être codé. Et puis, vous avez, vous savez, donc ce cortex moteur qui a cette propriété, vous vous souvenez de ces schémas que vous avez vus, l'homonculus de Penfield. Ce cortex moteur, il a une somatotopie, c'est-à-dire qu'il est plus ou moins étendu. Cette cartographie en fait du cerveau, elle est étendue en fonction de la complexité justement des gestes, de la motricité. Donc c'est pour ça que par exemple au niveau du coude, vous avez une toute petite zone, parce que le coude c'est flexion-extension, alors qu'au niveau de la main, vous avez une zone très étendue, puisque justement la main va avoir une gamme de mouvements, donc une programmation motrice qui doit être beaucoup plus complexe. Vous avez bien sûr aussi le visage, puisque le visage est porteur de la motricité la plus complexe, c'est-à-dire celle de nos émotions. Les patterns moteurs pour sourire, pour avoir peur, pour faire la colère et tout, on a plus de 22 patterns moteurs émotionnels, de contraction des muscles de la face, c'est extrêmement fin, d'où la zone très étendue de ce cortex moteur. Alors, il n'y a pas d'étude d'imagerie cérébrale de la somatotopie des chirurgiens, il y a une étude cérébrale de la somatotopie des musiciens. Les musiciens, ça a été montré que justement les violonistes, les pianistes, ils ont une cartographie de la main, c'est-à-dire une zone du cortex moteur dédiée à la commande de la main qui est encore plus étendue. Parce qu'il y a des mouvements à faire, c'est-à-dire vous ne faites pas ce mouvement-là, par exemple, votre cortex moteur, à force de le faire, il développe les programmes dédiés à ça. L'apprentissage de la musique, c'est ça, c'est créer des réseaux de neurones pour faire ces mouvements. Donc la somatotopie, et qu'est-ce qui fait le cortex moteur? Il code des paramètres de l'action. Il code la force, la vitesse, la direction, l'amplitude. Lui, il dit, OK, flexion du pouce, mais donc telle force, telle vitesse, telle direction, telle amplitude. Et ça, en gros, au niveau du cortex moteur ici, ça précède à peu près de 100 millisecondes la contraction musculaire. D'accord ? Alors, je ne vais pas vous donner tous les détails de tous ces paramètres, mais je vous en donne un, par exemple, pour la direction. La direction, dans ce cortex moteur, vous avez des neurones unitaires, c'est-à-dire, je vous parle bien à l'échelle d'un neurone, d'une cellule, qui va s'activer pour tel vecteur de direction. Par exemple, là, vous voyez, ce neurone-là, enregistré donc in situ chez le singe, s'active si la direction du mouvement doit faire 180 degrés. Et en fait, pour avoir la direction finale vraiment de l'orientation du geste, vous allez avoir des populations de neurones, chacun a son vecteur spécifique, et c'est la somme de tous ces vecteurs qui fera la direction finale du mouvement. D'accord ? Vous voyez déjà le niveau même de spécificité, rien qu'à l'échelle justement de la direction. Alors après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'une fois que vous avez codé tous ces paramètres et que ça a été exécuté, vous allez avoir en fait en permanence un feedback. Ce feedback, c'est ce qu'on appelle le couplage perception-action, c'est-à-dire que quand vous avez et quand vous regardez ici au niveau du cerveau, vous voyez donc notre cortex moteur, c'est la bande jaune, et le cortex somesthésique, c'est la bande rouge.
Et donc ça, le cortex somesthésique, notamment par rapport au toucher. Donc en fait, ces deux cortex fusionnent au niveau du cerveau, ils fusionnent, et donc vous avez en permanence ce qu'on appelle un couplage perception-action. C'est-à-dire que vous allez, alors ça c'est de l'écriture, je n'ai pas trouvé avec un bistouri, mais c'est pour vous montrer. Donc votre cortex moteur, il a programmé le mouvement, il a défini les paramètres. Ces paramètres ensuite descendent, alors la voie pyramidale, vous connaissez, donc au niveau controlatéral, pour aller commander justement les muscles. Et à partir du moment où il y a eu ce mouvement, il y a un feedback somesthésique qui remonte, qui va remonter du coup au cortex, notamment la sensorielle du toucher, qui redonne exactement l'ajustement du paramètre. Et donc ce feedback-là, la pression, là par exemple du stylo, du mouvement, vous redonne au cortex moteur l'ajustement des paramètres, qui va retravailler force, direction, vitesse, amplitude. Et ça c'est en permanence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la sensorialité d'un côté et la motricité de l'autre, on est en permanence ce qu'on appelle dans le couplage perception-action, c'est-à-dire qu'on est sensori-moteur. Il y a tout ça, c'est extrêmement intriqué, et même, je vous dis, au niveau cérébral, c'est carrément même fusionné, c'est-à-dire les cortex se touchent et s'envoient les informations à l'un à l'autre. Donc quand vous êtes avec votre bistouri, que vous touchez, que vous sentez aussi même la pression du tissu, quand vous voyez la résistance, ça repart en tout de suite à votre cortex moteur et vous réajustez la force de votre geste. Vous réajustez si vous forcez, si vous diminuez, vous réajustez la direction, l'amplitude, l'orientation de votre bistouri en permanence parce que vous avez ce feedback qui est extrêmement rapide. Alors ensuite, on a un cas bien particulier quand même dans la chirurgie. Je regarde le timing, c'est bon. On a un cas bien particulier dans la chirurgie, justement, dans la vie en général, mais on va pas justement dans la chirurgie. C'est ce qu'on appelle donc les praxies. Je vous ai dit donc une action, puisqu'il y a un but, visio-guidée, donc par la vision aussi, complexe. La chirurgie, c'est ça, c'est une action praxique, visio-guidée, complexe. Alors, dans la vraie vie, justement, on dit que c'est la vision, c'est à peu près 80% de nos inputs sensoriels, c'est la vision. Je ne sais pas pour vous au bloc, justement, entre l'audition, la vision, le toucher, certainement la vision aussi très, très importante, mais en tout cas dans le quotidien, c'est à peu près justement 80%. Et donc ces informations visuelles, quand vous regardez d'ailleurs votre champ opératoire, quand vous regardez quand vous regardez la radio, tout ça, ces informations visuelles en fait, donc qui sont traitées par cette partie postérieure du cortex visuel, elles sont en fait traitées de façon justement cognitive très particulière pour envoyer ces informations à votre cortex moteur. Donc là, on est maintenant dans le bleu, dans le cortex pariétal postérieur. Qu'est-ce que c'est que ces informations visuelles que vous traitez? Premièrement, les capacités visio-attentionnelles. Là, qui a repéré les 8 dans l'image? Vous voyez à quel point vous avez fait tac tac tac, vous avez fait le balayage et vous avez vu le 8 ou pas. Vous avez, et vous mobilisez énormément ça, bien sûr, les capacités visio-spatiales. Lesquelles là sont les mêmes, pas les mêmes, la rotation en fonction de ça, cette capacité à voir dans sa tête en 3D, en mouvement et la façon où ça bouge, et l'aller-retour que vous faites en permanence, vous, entre les radios qui écrasent ça et comment vous le retransformez en visio-spatial 3D, certainement que vous dis en traitement visio-spatial pariétal, là, vous êtes excellent. Vous surentraînez ça dans votre quotidien. Et puis, il y en a, alors là, très importante, c'est la coordination visio-motrice. Donc ça, il y a vraiment des capacités qui sont entre ce pariétal et ce cortex moteur. C'est ce qu'on appelle la coordination visio-motrice, qui est soit uniquement avec une main, par exemple, si on écrit, mais qui est aussi, c'est toute la problématique de la coordination bimanuelle. Et donc vous, alors en général, quand vous opérez avec vos deux mains, vous êtes en coordination bimanuelle visio-praxique permanente. Donc vous coordonnez ça. Donc là, vous avez de l'information qui arrive, que vous regardez justement de votre champ opératoire. C'est là où je vous disais, vous allez traiter cette information en fonction de votre attention, en fonction de ce que vous avez prévu, de ce que vous avez anticipé. Et donc en permanence, ça va être envoyé à votre cortex moteur, c'est traité comme ça pour que vous puissiez justement ajuster votre geste. Alors, il y a un vrai sujet de ceux qui opèrent comme ça.
Quand vous opérez, en fait, alors je sais pas, c'est peut-être plus pour les vis en chirurgie, mais quand vous faites aussi de l'arthro aussi, hein, l'arthroscopie, voilà, vous n'êtes plus en coordination visio-manuelle directe. Vous êtes en coordination visio-manuelle indirecte. Ça, c'est complètement, enfin, veut dire que le cerveau, il doit traiter autrement l'information. Il ne peut plus faire le même schéma, d'accord? Et donc, il y a probablement ceux qui aiment bien, puis ceux qui n'aiment pas. C'est pas si simple que ça. Enfin, en tout cas, c'est une autre façon de coordonner ses mains, de coordonner justement ses mouvements, que de traiter en visio praxique indirecte. Henri, ça vous parle? Je vois qu'Henri. Donc ça, c'est parce que ça, on est alors au quotidien. Vous voyez, au quotidien, c'est alors quand on est petit, c'est comme ça qu'on commence, quand notamment dans les praxies de l'habillage, mettre son pantalon, fermer son bouton, couper sa viande, verser son eau. Vous voyez, ça, c'est tous les praxies justement du quotidien qui sont aussi visio-guidées. Et nous, justement, dans le champ du neurodéveloppement, il y a ce qu'on appelle les troubles du développement de la coordination. Et c'est des gens qui n'arrivent pas à coordonner leurs gestes en fonction de l'information visuelle. Ils sont maladroits, ils se cognent partout, ils n'arrivent pas à s'habiller, ils n'arrivent pas à fermer un bouton, ils n'arrivent pas à faire des lacets. Donc ça, c'est l'extrême inverse de vous. C'est ceux qui sont par essence maladroits, mais cette maladresse, ça s'appelle le trouble du développement des coordinations. Alors, ces aspects visio-guidés, ils sont majeurs dans notre quotidien, dans notre vie. Et ils sont tellement importants qu'en fait, ce qu'on dit justement, c'est que la perception, c'est une action simulée. Là encore, pour vous dire, il n'y a pas de sensorialité d'un côté et de motricité de l'autre. La perception, c'est une action simulée. Donc c'est que quand vous allez voir un objet, donc ça c'est la définition des affordances, hein, la rencontre entre les propriétés du monde et les capacités d'action d'un individu perçues de manière immédiate. C'est-à-dire que si vous voyez ça, si vous voyez un marteau, vous regardez un marteau, votre cerveau moteur, il sait déjà comment le manipuler. Si vous voyez une tasse, vous savez que vous allez la prendre par l'anse. Vous avez un programme moteur théière. Vous avez un programme moteur ciseau. Et vous, évidemment, vous avez des programmes moteurs ancillaires. Et ça, quand on dit vous avez des programmes moteurs, c'est-à-dire que vous avez développé des réseaux neuronaux dans tout ce cerveau-là, justement, au niveau de la motricité, que vous réactivez. Alors, toujours pareil, la première fois que vous avez utilisé l'ancillaire, vous avez créé les réseaux de neurones, hein, les nouveaux réseaux de neurones. Quand je vous ai dit les 100 milliards de neurones, les 10 puissance 15 synapses, ça, c'est pas figé, hein, c'est-à-dire qu'on en crée, on crée des nouvelles et on en fait disparaître d'autres. Et à chaque fois que vous apprenez quelque chose, vous créez des nouvelles synapses, vous créez des nouveaux réseaux de neurones. Donc la première fois que vous avez manipulé l'ancillaire, vos neurones, ils se sont activés pour pouvoir créer ces synapses. Et puis, si vous avez besoin de ce réseau, vous le continuez, vous l'avez maintenant et vous le mobilisez. Et donc ça, c'est tout ce qu'on appelle le cortex prémoteur qui vous donne. Donc ça, c'est entre justement le cortex préfrontal, le cortex moteur primaire. C'est ces aires, ce qu'on appelle 6, l'aire motrice supplémentaire ou le cortex prémoteur, en fait, où on parle de vocabulaire moteur. Notre cerveau, il a cette capacité justement à parler motricité. Il parle action, donc il va sélectionner des programmes moteurs qui vont être adaptés à une situation en fonction de ce qu'on reçoit comme information. Donc c'est pour ça que je parle de ce vocabulaire. Il a une planification spatio-temporelle justement de tous ces événements, tous ces actes moteurs qui sont en mémoire, et puis qui va activer justement dans cette coordination bimanuelle. Donc vous avez, là, la fin de l'histoire, vous voyez, on a tout balayé. La première partie qui dépend de vos fonctions cognitives, de l'intention, de la planification, de votre état émotionnel. En fait, cette partie intermédiaire qui est de cette programmation motrice, qui est absolument majeure, qui fait, je vous dis, que le réel vous parle. Et c'est vrai, ça s'appelle les affordances. Ça, c'est que vous voyez quelque chose, eh bien, ça se traduit dans votre cerveau en programme moteur. Donc, vous allez pouvoir agir sur ce réel. Vous allez ajuster les paramètres en fonction de ce que le réel vous renvoie, si vous l'avez pris en compte aussi, ce qui va dépendre de votre état. Et puis, vous allez donc décider, exécuter. Et la boucle se fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, cette découverte, toutes ces compréhensions de la programmation motrice, et comme je disais, donc la perception est déjà une action.
Ça a été aussi découvert avec tout ce qui est les propriétés des neurones miroirs. Ça va même encore plus loin dans ces cerveaux, dans ces neurones de l'action. Non seulement ils vous servent donc à programmer, exécuter, adapter une action, mais en fait ce sont les mêmes aussi, sont des neurones conceptuels finalement de l'action. Et donc ce sont les mêmes qui vont s'activer aussi si vous réalisez l'action, bien sûr, mais aussi si vous l'imaginez ou si vous la voyez faire par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est tout ce qui est lié aussi, vous savez, à l'entraînement ou à la préparation motrice. C'est comme les sportifs qui pensent leurs courses, qui pensent à... quand vous développez votre programme moteur, votre vocabulaire moteur, ce vocabulaire, vous pouvez l'activer, le développer, l'enrichir, y compris en y pensant, en y réfléchissant, en regardant justement des vidéos. Alors, il y a tout un enjeu majeur, bien sûr, sur la question de l'apprentissage. C'est l'imitation aussi. Ces neurones-là vont être très sollicités quand on va chercher à imiter quelque chose. Donc, quand vous voulez apprendre aux jeunes à opérer, c'est ça qui doit s'activer aussi chez eux. Et donc, qui vous montre à quel point, en effet, pour in fine que l'histoire se soit bien déroulée comme on l'a vu au départ, en fait, c'est un processus extrêmement riche, extrêmement complexe et de haute volée intellectuelle pour tous les orthopédistes. Merci de votre attention. Questions, mais mille merci, Frédéric, mille merci. Des questions dans la salle? Isabelle. Merci beaucoup pour cette conférence extrêmement éclairante sur la complexité de choses qu'on a parfaitement intégrées depuis longtemps. Donc c'est vraiment très intéressant. Moi, je souhaiterais vous poser une question sur l'importance du contact avec le patient, parce que vous l'avez très bien dit au début de la conférence, on circonscrit à notre champ opératoire une action, et c'est tout ça qui va se mettre en route. Mais avant, en consultation et en unité d'hospitalisation, on a eu une autre relation avec le patient qui va forcément influer aussi ce geste. Dans quelle mesure ce qui se passe avant et ce qui se passe après aussi en consultation ou en post-opératoire va être aussi mise en œuvre. Alors, j'ai pas d'études expérimentales, à vous, j'ai pas de biblio, truc là-dessus. Je peux vous dire ma conviction est neurophysiologique et de psychiatre aussi. Je pense que ça parmi vous, je ne sais pas comment justement vous faites le lien entre est-ce que vous opérez monsieur un tel ou est-ce que vous opérez la hanche 2. Déjà, c'est une vraie question de jusqu'où on a besoin, y compris par rapport à, pour essayer de dégager tout l'état émotionnel, avoir besoin aussi finalement de circonscrire ou pas à ça. Donc je pense que ça va dépendre peut-être, pour vous dire, en fonction de vos personnalités, aussi de comment vous abordez justement la chirurgie, de jusqu'où vous pouvez aller en effet dans la relation, c'est monsieur un tel, et à un moment donné switcher à l'aspect justement non social et ensuite re-switcher à quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que tout est fait pour. Tout est fait pour. C'est-à-dire nous avons tous ces systèmes-là que nous pouvons justement mobiliser à un moment donné, les mettre de côté au moment où il faut les mettre de côté, et ensuite remobiliser. Et là, ça participe beaucoup ce que vous dites. Je pense à l'état. Quand je dis l'état, quand vous rentrez dans le bloc, dans ce réel-là, dans cet environnement-là, en fonction de qui vous êtes et vous savez qui vous allez opérer. Si c'est un patient qui a été chiant à la consulte avant, si c'est quelqu'un de sympa, si c'est forcément que c'est une composante de votre traitement de l'information. Après, que vous arriviez, malgré si c'est un patient très chiant, à faire une très bonne intervention, oui, parce que justement, vous allez inhiber, vous allez traiter ça. Mais je pense que c'est forcément que ça intervient. Voyez, et croire que ça n'intervient pas, ça veut dire on essaye de mettre de côté plein de choses, on repousse. Ça participe un peu à la caricature du chirurgien qui fait que ça. Alors peut-être qu'il y en a pour lesquels finalement cet aspect trop relationnel est pas du tout facile et donc ils le mettent de côté. Je pense que ça va dépendre de chacun. Mais c'est une vraie donnée du problème. Tout comme je vous disais, si vous rentrez dans un bloc et que vous êtes avec l'anesthésiste avec qui vous vous entendez bien, versus l'anesthésiste avec qui vous êtes engueulé la semaine d'avant.
forcément, vous traitez aussi cette information-là. Forcément. Merci beaucoup pour votre conférence vraiment lumineuse. J'ai une question à propos de la musique au bloc opératoire. Oui. Plusieurs d'entre nous opèrent en musique, d'autres opèrent sans musique du tout. En quoi cela peut influencer notre geste chirurgical? Merci beaucoup. Et oui, tout à fait. Ça, c'est une discussion que j'avais aussi justement. Tout va dépendre justement de la façon dont vous avez mobilisé vos réseaux attentionnels, y compris peut-être la façon aussi dont vous avez appris ou comment vous travaillez. Il y a des gens qui sont forcément en multimodal pour mobiliser leur attention, parce que quand on a et du son et de l'image, on a d'autres réseaux de neurones qui s'activent. D'accord ? C'est pas les mêmes réseaux que quand on fait du visuel d'un côté isolé ou de l'auditif isolé. Et donc, il y a des personnes pour lesquelles l'attention se mobilise plus quand elle est en entrée bimodale. Et il y a d'autres personnes pour lesquelles ça va être complètement l'inverse, c'est-à-dire que du coup, ça va venir interférer avec la capacité attentionnelle. Et donc ça, c'est très, très, là encore, individu dépendant. C'est-à-dire il y a ceux pour lesquels ça marche, ça s'active comme ça, et d'autres pour lesquels ça va être au contraire très difficile. Mais vous avez tout à fait raison. Mais c'est pour ça que je disais, quand je disais l'extéroception, comme je disais, la lumière naturelle, la musique, alors l'odorat, je ne sais pas si vous sentez ou pas des choses au bloc. Ça dépend de la gastro. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est tout ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que vous traitez ça en permanence, pour avant de faire votre geste, quoi. Tu vois, Alexandre, toi tu es en mono, moi je suis en stéréo. D'autres questions? Merci beaucoup. Donc si je comprends bien, chacun de nous doit apprendre à mieux connaître ses modes de fonctionnement et permettant d'optimiser notre concentration à nous. Et les études de type musique ou pas qui sont publiées, finalement, elles passent un peu à côté de cette question-là. Ah mais complètement. Moi je pense que c'est je vous dis, en tant que chirurgien, vous faites quelque chose qui est compliqué, complexe. C'est un métier très particulier de faire la chirurgie pour tout ce que je vous ai dit, toute cette séquence-là. Et donc la prise de conscience de ça, de tout ce que vous devez traiter, ça, c'est, à mon avis, c'est fondamental. Et de comment vous exercez chacun à titre individuel votre chirurgie, votre modalité d'exercice, la façon de le faire, respectez ça. Vous trouvez dans des conditions d'exercice qui correspondent à votre fonctionnement, je pense que c'est fondamental. J'ai une question. Avec l'évolution naturelle de la population chirurgicale et les impératifs qu'on a tous, on repousse de plus en plus l'âge de la retraite des chirurgiens avec certains pays européens. Je crois que chez les Italiens, c'est 72 ans maintenant la retraite des médecins. Donc, lorsque vous nous dites que dans les fonctions exécutives, la planification, l'inhibition, la flexibilité, l'anticipation sont des éléments indispensables à notre pratique, est-ce qu'on sait comment est-ce que le vieillissement naturel ou pathologique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut détecter très tôt qu'on a un problème neurodégénératif parce qu'on a un de ces éléments qui est bloqué? Quel est le premier touché? Est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce qu'il y a des signes d'alerte qui peuvent nous informer? Alors, les signes d'alerte, en tout cas dans les pathologies dégénératives, c'est quand même souvent les problèmes de mémoire aussi. Mais alors en même temps, c'est compliqué parce que dans la mémoire, vous avez aussi des fois par exemple, le fait de ne plus se souvenir du nom d'un tel, c'est pas un signe de début d'Alzheimer. Faut faire ça, je rassure tout le monde parce que ça, c'est le. Donc ça, c'est-à-dire globalement dans le vieillissement normal, physiologique, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, on mobilise ce qu'on appelle une réserve cognitive. Alors, ce qui est très injuste, c'est que cette réserve cognitive, elle s'est constituée entre 0 et 18 ans. Et c'est là qu'on voit les inégalités aussi. Et cette réserve, en fait, elle est mobilisée au moment où on vieillit, qui fait que ces capacités, les réseaux de neurones qui fonctionnent habituellement et qui vieillissent un petit peu, en fait, vous en avez d'autres qui se mettent en place et qui mobilisent la réserve, qui fait que vous gardez la performance. Donc normalement, dans un vieillissement normal, physiologique, vous gardez la performance. Les stratégies ne sont pas les mêmes, mais vous mobilisez votre réserve et vous gardez la performance. Alors après, dans le vieillissement pathologie, alors après, il y a un moment donné, il y a quand même le geste et tout ça. Là, ça va être très individu dépendant, là aussi. Tout le monde ne vieillit pas de la même façon, tout le monde ne mobilise pas la réserve de la même façon. Et ensuite, il faut pouvoir, s'arrêter au moment où on voit qu'on arrête, quoi. Mais dans les différents signes au niveau frontal, tout ce qui est en effet anticipation et planification, ça peut être après à un moment donné plus difficile, sauf si on a mobilisé bien la réserve cognitive. Mais il n'y a pas la mémoire, je vous dis, sur les aspects vraiment neurodégénératifs, quoi.
Oui, oui, bonjour. Est-ce qu'il vous paraît raisonnable d'opérer quelqu'un de sa famille, un enfant, son épouse, sa mère, son père? Ça, c'est une discussion qu'on a déjà eue. Eh ben, c'est une vraie question parce que raisonnable, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, pour moi, je sais que, par exemple, je pourrais pas être... enfin, c'est très difficile, je trouve, de mélanger aussi cette dimension affective, parce que quand vous êtes dans quelqu'un de la famille, vous n'êtes plus dans le socio-émotionnel standard, vous êtes dans l'affect. Et ça, c'est autre chose encore, hein, dans la gamme des émotions, dans la gamme de la relation, quand vous êtes dans l'affect, ça, c'est autre chose. Donc, je dirais, ça va dépendre un peu aussi peut-être du chirurgien et tout ça. Moi, il me semble que du coup, là, ça va nécessiter vraiment une mise à côté, ne serait-ce que pour l'acte, qui est quand même loin d'être simple. Et je pense que c'est pas adapté quand même justement à la préservation aussi de la nature de la relation avec quelqu'un de sa famille. C'est-à-dire que quand on est dans une relation affective, il faut pouvoir maintenir cette relation. Et si on introduit une relation médecin-malade, ça c'est déjà, on passe sur autre chose. Et je pense que dans ces cas-là, si on a quelqu'un de sa famille qui est touché, je pense que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est activer son réseau de collègues et de professionnels pour trouver quelqu'un qui saura faire. Merci, merci beaucoup. Ah, encore une dernière question. Ouais. Pour rebondir sur cette question, moi, ça m'est arrivé d'opérer ma fille dans un contexte, une cheville, dans un contexte où personne ne pouvait le faire. Alors voilà. Donc, émotionnellement, il y a le pré-op et le pér-op. Pré-op, il y a une tension émotionnelle. Une fois que les champs sont mis, j'ai opéré une cheville. Ça. Voilà. Et l'abstraction est faite. Tout à fait. Ça, c'est ce que je vous montrais avec social, non social. Ou là, ce switch-là, si vous arrivez à faire ce switch-là, et que vous considérez que vous êtes le seul qui va pouvoir faire aussi bien, c'est là que ça se pose. Écoutez, merci beaucoup, mille merci. Merci beaucoup.